Je ne veux pas me résoudre au silence que les auteurs me répondent. Je ne peux pas d'ailleurs me résoudre au silence. Car maintenant que j'ai traversé le déni, la colère, le marchandage et le désespoir, je le sais, ne pas dire et ne pas laisser voir est l'arme la plus puissante. Avec le silence vient la honte. Et le pire dans la honte, c'est qu'on croit qu'on est seul à la ressentir. Justement, j'en ai marre de m'époumoner seule. Moi, je rêve d'hommes qui osent dire « j'ai merdé », qui osent parler, qui prennent position sans se sentir attaqués, adversaires. La violence, c'est pas une histoire d'hommes contre les femmes, c'est une histoire de domination. Depuis l'enfance, entre hommes et femmes, on grandit séparés, scindés, comme deux équipes opposées sur un même terrain. On crée des camps, on binarise. On les dit forts, là où les autres sont dites sensibles. Mais l'un n'annule pas l'autre. On peut être fort, forte et sensible. Ça va ensemble. Et on doit sûrement pouvoir trouver un moyen d'avancer ensemble. Moi, en tout cas, je cherche des alliés. Bonjour. Bonjour. J'ai commencé à vraiment me questionner sur qu'est-ce que c'était ma place dans cette lutte-là. À la grève féministe là, en 2019, la première où il y a eu vraiment des mobilisations dans toute la Suisse, donc 14 juin 2019. Fred voulait en être, aider. À cette période, il rejoint un collectif d'hommes solidaires lors d'une grève féministe. Et en gros, le but, c'est d'aller dans les événements qui sont organisés, prendre des charges pour éviter que ce soit des personnes sexisées qui aient à le faire, quoi. Là, il y avait une soirée après la grève. Je faisais les entrées, je crois, un petit moment de la soirée. J'avais envie de faire partie du truc, quoi. Ce qui, maintenant, je me rends compte, est un peu paradoxal et presque un peu égoïste, mais j'avais envie d'être inclus dans le truc, quoi. La thématique me parlait, les revendications me parlaient. Là, ça m'avait mis une petite claque de me rendre compte, voilà, en fait, je peux vouloir être inclus, je peux faire quelque chose, mais en fait, c'est pas mon moment, quoi. C'est pour d'autres gens qui ont vachement besoin de ça, et en fait, peut-être que moi, j'ai pas besoin que ce soit à propos de moi, quoi. Ce que ma meilleure pote m'a dit à ce moment-là, c'est, en fait, c'est très bien ce que t'as fait, mais je pense que c'est pas suffisant. Enfin, je pense que c'est pas ça, vraiment, la réponse. Et la réponse, c'est vraiment de, entre mecs, aussi, réfléchir à comment vous pouvez faire pour faire autrement. Et justement, pas reproduire les violences de genre. Et donc, comment vous pouvez, je sais pas, entre vous, des fois, juste parler déjà entre potes, quoi. Comme plein de mecs, je pense, j'ai un grand groupe de potes qui me suit depuis très longtemps. Des amitiés hyper fortes qui ont, je sais pas, 15 ans maintenant. Et j'avais plein d'amis avec qui on n'avait jamais vraiment parlé de qu'est-ce que c'est la masculinité, vraiment profondément notre rapport aux femmes. Qu'est-ce que c'est pour nous être un homme, en fait, puis qu'est-ce qu'on a appris, quoi. Comme beaucoup, Fred avait eu l'occasion de parler de ses ressentis, mais uniquement en présence d'une fille, amie, amoureuse. Mais avec les autres hommes, c'était dur. C'était dur déjà au début parce que moi, j'arrivais pas, parce que j'osais pas. Et puis même maintenant que j'ose, des fois de l'autre côté, ça répond pas forcément. Et pour ça, l'idée des groupes de parole, tu te retrouves avec des gens que tu connais pas forcément, ou en tout cas pas forcément très très bien. Et du coup, tu peux aussi déconstruire avec eux ou parler avec ces personnes-là des dynamiques de ton groupe de potes. Ce qui est pas forcément évident de parler avec tes potes des dynamiques du groupe de potes, quoi. À plusieurs reprises, Fred a participé à des cercles d'écoute entre hommes, organisés à Lausanne grâce à l'association Nous Sommes, créée par Noëlla Buny-Dubois, du compte Instagram Nos Alliés les Hommes. Au tout début, on se regarde un peu dans le blanc des yeux, quoi. Et on sait tous pourquoi on est là, hein. Puis, je sais pas comment dire, il y a de la timidité, il y a beaucoup de timidité au début. Je pense que c'est vraiment intéressant de réussir à rentrer dans cette parole vulnérable avec plein de mecs, parce que c'est vraiment l'inverse de ce qu'on t'apprend à faire, quoi. Là, de vraiment avoir un type en face de toi avec une barbe, elle est chauve, et de lui dire ce que tu ressens, c'est un truc quand même, je caricature à fond, mais pour dire c'est vraiment quelque chose qui est contre-intuitif en fait pour plein d'hommes, je pense. On a vraiment plutôt appris à se montrer à quel point on était fort. Je me dis qu'en fait être vulnérable c'est plutôt une force et que ça te montre des trucs et que ça te permet de vivre mieux parce que tu comprends beaucoup mieux ce que tu ressens. Mais c'est quoi la différence entre leurs paroles entre mecs et celles qui se déploient dans les boys clubs qui écrasent les femmes ?
Lors des cercles d'écoute, les participants sont accompagnés. Dans les groupes auxquels j'ai participé, il y avait une personne qui est médiatrice et qui n'est pas un homme cis, quoi. Ça évite de trop entrer dans de l'autocongratulation entre hommes aussi un peu, mais aussi de trop être dans la plainte. Bah typiquement, si quelqu'un commence à trop rentrer dans un truc de victimisation, de dire mais en fait, moi je fais plein d'efforts et c'est jamais assez, par exemple. Je trouve que c'est assez balèze, elle utilise beaucoup la question comme outil pour t'aider à te remettre en question ou à réfléchir. Parce que c'est ça l'enjeu de ces rencontres. Des discussions libres pour avoir la place d'échanger, mais aussi de douter, se remettre en question. Il y a un tour de présentation, en tout cas on dit qui on est et pourquoi on est là, quoi. Enfin, qu'est-ce qui nous a amené là. Et ça te permet aussi de te rendre compte que t'es pas tout seul, qu'il y a d'autres gars qui sont mal à l'aise dans leur position, dans la société, je crois, juste de manière générale. On partage nos expériences, puis en fait, juste d'entendre quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire et comment lui, il a dealé avec ça, ben, ça aide à fond à prendre un peu du recul. T'es pas là ni pour te faire juger, ni pour juger les autres, quoi. T'es vraiment là pour partager, écouter et juste guérir ensemble d'un truc, quoi. Là, typiquement, la dernière fois, on a remarqué qu'on était plusieurs à soulever un peu des questions similaires. C'était comment faire pour intervenir quand t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui est pas OK ou quand ça part dans une direction qui te met mal à l'aise ou quoi. À travers l'échange, les hommes qui participent à ces cercles se questionnent. Et se désolidariser, reprendre ses potes, c'est un pas. Ça demande déjà de remettre en question ses amis et faire ce travail, dialoguer. Qui sait, ça peut aussi permettre de se remettre en question soi-même. Parce que je suis pas quelqu'un de violent, j'ai jamais été violent, quoi, je me suis jamais battu ou quoi. Ça me serait jamais venu à l'idée de frapper qui que ce soit et encore moins une personne sexisée, quoi. Mais je pensais que c'était, voilà, ça faisait de moi quelqu'un de bien. Genre, ah bravo, tu vas pas cogner ta copine, quoi. Genre, c'est un peu ça. Et sans du tout prendre conscience de tous les comportements que je pouvais avoir qui pouvaient être oppressifs. Est-ce que je suis vraiment fier de tout ce que j'ai fait ? Pas du tout. Et c'est là que tu prends conscience qu'en fait, il y a beaucoup de choses dont j'ai honte, et je pense que la plupart des choses dont j'ai honte, c'est des comportements que j'ai eus avec des femmes. Pendant longtemps, je me serais dit, ah mais moi, j'ai jamais violé personne et jamais je violerai personne. Puis en fait, aujourd'hui, je me rends compte, c'est tout à fait possible que des fois, j'ai eu des comportements de type qui pouvaient être insistants ou qui pourraient vraiment, a posteriori, être perçus comme du viol, quoi. Et que ça ne nous appartient pas de décider si on a été violent ou pas, en fait. C'est pas nous qui savons maintenant comment d'autres personnes ont vécu ou perçu notre comportement. Avec des années et des années de recul, si une fille pense que je l'ai agressée, je crois qu'aujourd'hui, je serais prêt à entendre ça et à reconnaître ça. De ma vie, c'était la première fois que j'entendais quelqu'un dire ça. Prendre ses responsabilités. Je dis pas ça pour encenser Fred en particulier, mais parce que je crois que parler, ça compte. Que ce qui nous connecte pèse plus lourd que ce qui nous divise. Que le langage fait ressortir notre humanité. Que quand on écoute quelqu'un se raconter, être vulnérable, alors là, on peut ouvrir un dialogue. Tu peux pas réparer. Enfin, en tout cas, moi, je pense que c'est une fausse piste de se dire qu'il faut faire bien maintenant pour réparer les conneries que t'as fait avant, quoi. En fait, il faut faire mieux maintenant, plus faire ces choses-là, et de pas les reproduire, quoi. Et en changeant tes comportements, et en acceptant la critique, ça c'est vraiment le plus dur, je pense. Je crois pas que je retournerais forcément servir des bières. Il y a un truc où, en fait, faire ça, c'était aider, mais c'était pas prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, déjà, c'est pas juste le 14 juin, en fait, c'est tout le temps. Pour les mecs qui ont envie vraiment d'apporter quelque chose, c'est, je crois, d'admettre qu'on a tous eu des comportements problématiques. Et de le dire, c'est entamer un truc qui va être douloureux, quoi. Et pourquoi t'as accepté cette interview alors ? Bonne question. Bah, ça me fait du bien de dire ça, parce que je pense qu'il y avait un peu un truc coincé par rapport à ça. Ce qui est difficile, c'est que c'est en fait admettre que t'as peut-être été une ordure, quoi. Et que c'est comme si t'allais être jugé après, du coup. Je pense qu'au contraire, je crois que c'est la chose courageuse à faire maintenant. Je crois aussi. Je crois qu'il faut dépasser la honte et prendre ses responsabilités. Et dire j'ai merdé, parler, entrer en conflit, en dialogue, c'est pas facile. C'est douloureux, inconfortable, courageux. Et puis parfois,
quoi ça sert tout ça, si tout le monde parle de son côté, dans son coin. Si en sortant de groupes de parole, de thérapie, de prison, la violence est autorisée, légitimée, partout, dans nos foyers comme dans la rue. Alors le courage, c'est peut-être celui de dire, mais aussi celui d'agir, d'intervenir là où on peut, là où il faut, pour soi et pour les autres. Le courage civil, en fait, il est nécessaire quand on est témoin d'une scène de violence dans la rue, en l'occurrence pour notre cas. On n'est pas forcément impliqué directement dans la situation, mais on est observateur, observatrice, et on a le pouvoir de mettre fin à cette situation. Nadine est membre de 1700, une association fribourgeoise créée en 2015 pour lutter contre le harcèlement de rue. Je la rencontre alors qu'elle donne l'atelier Courage civil. C'est un atelier en fait de 2 heures qui est un atelier interactif. Il y a une première partie qui est un petit peu plus théorique où on explique les notions de harcèlement de rue et puis de courage civil. On explique aussi pourquoi est-ce que les personnes elles ont des barrières en fait à agir quand elles sont témoins de harcèlement de rue. Et ensuite il y a une deuxième partie où on va mettre en œuvre les outils qu'on a vus dans la première partie avec l'intervention de 2 improvisateurs improvisatrices. Excuse-moi, t'aurais l'heure Oui. Oui, il est 7h10. 10. Mais il est en retard le bus là. Ouais. Mais souvent en plus, non? Bah ouais, tous les matins. Ouais. Je t'ai déjà vu, c'est pour ça que je t'ai dit. T'as des nouvelles lunettes, non? Moi, ça te va très bien, ces lunettes. C'est comme comme ça. Ouais, en fait, je suis désolée, c'est le matin, j'ai juste pas. Ah, pas de problème, non, mais moi, c'est aussi parce que c'est le printemps. Ça fait longtemps, ça fait qu'on est allé boire un café, non? C'était cool la dernière fois. Tu veux venir? Il n'arrive pas, celui-ci. Ah ouais, volontiers, ouais, je vais m'asseoir, merci. Parfait. Ouais. Ouais. Trop bien. Merci d'être intervenu. On va d'abord passer... Ça, c'était une mise en scène, lors de laquelle chaque participant et participante peut essayer d'intervenir dans un cadre sécurisé. Ensuite, tout le monde décortique la scène pour comprendre, analyser, apprendre. Notre but, en fait, c'est d'équiper les personnes qui sont témoins de harcèlement de rue, de les équiper avec des stratégies pour pouvoir intervenir. Les outils sont basés sur une méthode qui a été développée aux États-Unis par l'association Hollaback. C'est la méthode des 5D, donc distraire, déléguer, documenter, diriger et dialoguer. Et dans notre atelier, on va donner des exemples pour ces 5D et ensuite les participantes vont pouvoir essayer ça dans des situations de mise en scène. Réagir, intervenir, ça s'apprend. Il n'y a pas de juste ou faux. On fait du mieux qu'on peut. À chacun, chacune la méthode qui lui convient. Moi, par exemple, je me vois pas tellement diriger et confronter frontalement une personne qui agresse. Par contre, distraire, ça, je peux m'en sentir capable. Notre but, c'est vraiment de réussir à sensibiliser les personnes et puis les encourager. Leur permettre en fait d'avoir le courage nécessaire afin de s'exprimer ou d'agir quand il y a quelque chose qui les dérange. Effectivement que nous, on a la thématique du harcèlement de rue et puis que notre but final, c'est que tout le monde puisse vivre dans une société qui soit libre de violences sexistes, racistes. Et au final, ça, on peut réussir à le faire seulement si les personnes, elles sont solidaires entre elles et puis qu'elles prennent un rôle actif. Apprendre à agir à l'extérieur, s'y entraîner, c'est peut-être aussi pouvoir ensuite ramener les outils à l'intérieur. Dans le couple, avec nos proches, celles et ceux qu'on aime, une fois que la porte est fermée. Le harcèlement de rue, c'est la partie un peu émergente de l'iceberg. Et puis, c'est un iceberg qui représente ce système de hiérarchie ou bien de relation de pouvoir qu'il y a dans notre système patriarcal. Et puis, nous, avec cet atelier, on a envie d'encourager les personnes à croire en leurs idées, en leurs opinions, et puis à s'interposer toujours de manière respectueuse si elles sentent que leur propre système de valeurs n'est pas respecté. Donc oui, c'est aussi un appel ou bien un encouragement aux personnes pour s'interposer ou bien mettre fin à des situations où il y a un enjeu de pouvoir qui n'est pas balancé entre des personnes dans notre société. Et notre philosophie, c'est un petit peu de se dire que plus on est d'alliés ou bien plus on est de personnes qui sont sensibilisées à cette cause-là, plus on arrivera en fait un petit peu à contrer. Je voyais que je sortais pas du truc, il était de plus en plus insistant. Je me suis dit, en fait, je suis en train de bien améliorer. T'es quand même... Elle est restée, elle lui a fait face, elle a trouvé les solutions. J'oserais encore pas intervenir, j'avoue, mais je sens qu'il y a une espèce de puissance qui... Oh, putain. On va voir si le troisième groupe a aussi cette puissance-là. Et puis, on va refaire plusieurs... Arrêter de tolérer toutes les agressions auxquelles on est confronté, c'est une issue de secours. Mais parfois,
Parfois, c'est épuisant de réagir à la violence, aux regards insistants, aux commentaires, aux insultes, aux gestes déplacés, aux coups, à tout. Alors parfois je me suis dit, à quoi bon ? À quoi bon si demain les mêmes scènes se répètent ? Si les mêmes face-à-face se rejouent avec d'autres visages pour les interpréter ? À quoi bon si la violence peut s'infiltrer partout ? À quoi bon continuer ? Et puis à quoi bon tout court ? Le courage et l'espoir, j'en ai longtemps manqué. Mais je veux pas que l'ex de Stacy m'ait pris ça aussi. Alors j'espère. Je refuse la narration horrifique, le dépit, le dégoût, le mépris. Je refuse de taire mon feu, de me refuser la joie. Parce que moi, je suis toujours là. Et j'ai besoin de continuer à imaginer, rêver, inventer des alternatives, d'avoir à nouveau un horizon auquel me raccrocher, un futur souhaitable. Imaginer d'autres possibles, c'est une stratégie impossible à nous enlever. Nos intelligences, nos créativités et nos imaginaires font partie de nos forces. Accordons-nous le droit de rêver, le temps que le reste se mette à jour. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui au Tea Room Festival et vous demande d'accueillir comme il se doit nos 3 nouvelles conseillères fédérales. Le temps d'un après-midi au Tea Room Festival, événement féministe organisé par la militante Vanessa Kojokaru, j'ai rêvé, imaginé. Un gouvernement politique féministe, utopique. 3 invités ont présenté avec humour leur département fictif et engagé. Parmi elles, Caroline Dayer, experte en prévention et traitement des violences et des discriminations. Pour moi, en fait, être tourné vers le futur, c'est à la fois faire preuve de réalisme, c'est-à-dire on en est où aujourd'hui concrètement, et c'est à la fois faire preuve d'optimisme. Je trouve que ce mélange-là, il est très porteur. Parce que si on n'est que dans de l'humour ou de l'optimisme, ça fait qu'on est un peu déconnecté du terrain et des réalités. Puis en revanche, si on est uniquement dans « ah oui, il y a encore ça qui recule » ou bien il y a encore ça qui s'est passé, ça fait qu'on va avoir une vision complètement plombée et plombante. Être optimiste, c'est être exigeante avec l'avenir, ne pas le laisser rester tel qu'il est. Mais pour moi, une question reste. Comment faire face à la violence avec cette réalité, si comme pour ma famille avec le féminicide de Stacy, la violence arrive ? Les violences tuent. Ça, on le sait déjà. Mais en fait, le silence tue. De réduire les personnes qui subissent les violences au silence et le déni, je pense que c'est des outils extrêmement forts de violence symbolique. Le silence fait partie de l'artillerie du sexisme. C'est un outil extrêmement puissant. Donc, nommer la violence, c'est primordial. Et comme on le disait, pour pouvoir la nommer, il faut pouvoir l'identifier. Un axe très important, c'est celui de la prévention, c'est-à-dire donner les outils et les moyens de pouvoir identifier. Parce que si on est plus à pouvoir le faire, ça fait que ça ne repose pas sur les épaules individuelles ou sur celles de la personne ciblée. Ces différentes violences ne sont pas des électrons libres, elles proviennent du même système. Plus en fait on parle de ces questions, plus les personnes se disent « je ne suis pas seule » et plus on comprend effectivement que sortir du silence, c'est aussi vraiment briser l'indifférence. Ça permet de passer donc du silence aux voix multiples, mais ça permet aussi de passer de la solitude à la dimension collective. Comme de nombreuses personnes avant moi, je peux dire « moi aussi ». Moi aussi, on a touché mon corps sans me demander mon avis. Moi aussi, on a pris mon alcoolémie pour un oui. Et ce qui compte là-dedans, c'est pas le moi, c'est le aussi. C'est que nous sommes pleins à vivre ou avoir vécu des violences de près ou de loin. Je vous vois hésiter, je vous vois essayer de dire, je vous vois vous battre contre la culpabilité, contre la honte. Je vous vois, je vous crois. Ensemble, on fait face. Ensemble, nous changerons. Ça passe notamment pour moi par le biais de l'éducation.
mais pas uniquement l'éducation au sens scolaire, même si pour moi c'est vraiment un champ hyper important, l'école, puisque c'est à la fois un vecteur de reproduction des inégalités, mais à la fois le meilleur vecteur pour les contrer et les prévenir. Donc, la piste la plus importante pour moi, c'est de penser l'éducation de manière générale et transversale, parce que ça fait que tout le monde a précisément un pouvoir d'action. Il y a toujours cette insistance sur d'abord outiller les professionnels ou les adultes, puis les élèves ou les enfants. Parce qu'effectivement, on ne peut pas demander à des enfants ou des ados de se comporter de manière adéquate si les comportements des adultes ne sont pas au rendez-vous. Et puis après, il y a effectivement la question des parents qui, pour moi, est incontournable. Est-ce qu'on a envie d'avoir des éducations de la reproduction ? C'est-à-dire que les enfants soient des clones de nous-mêmes et, comme on disait, reproduire aussi des violences, des inégalités, etc. Ou est-ce qu'on a envie d'une éducation, mais vraiment dans les faits, qui soit égalitaire, pas à l'égalité? Parce que justement, c'est pas quelque chose qu'on apprendrait avec un programme pédagogique. Pour moi, c'est une pratique du quotidien, c'est-à-dire ne pas reproduire des comportements ou des attitudes qui soient discriminatoires, pour ouvrir les horizons. Et l'ouverture des horizons, en fait, elle est bénéfique pour tout le monde. Enfant, à l'école et à la maison, j'ai souvent entendu l'expression « mieux vaut prévenir que guérir ». C'est sûr. Mais maintenant, l'adulte que je suis sait que parfois, on ne peut pas prévenir la violence. On ne la voit pas toujours arriver. Parfois, elle est là, que ce soit la plus percutante comme la plus ténue. Une fois qu'on y fait face, il faut alors faire avec et guérir. La première chose qu'on peut mettre en œuvre au quotidien, c'est 2 choses principales. C'est par rapport aux stéréotypes de genre, de pouvoir vraiment les déconstruire. Plutôt que de rentrer frontalement dans le cadre des gens, ce sera justement leur poser des questions. Donc quand j'ai affaire à un stéréotype de genre, mais ça peut être des enfants comme des adultes, je dis, est-ce que tu peux développer ta pensée ? Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on peut utiliser au quotidien. Comme ça nous évite de faire des tartines et des grandes justifications, voire la morale. Mais quand on a affaire à des croyances, de pouvoir les déconstruire avec les ou la personne qu'on a en face de nous. En revanche, la deuxième piste, c'est quand on sort des stéréotypes qui sont des croyances et qu'on rentre, par exemple, dans des formes de violence, que ce soit des injures ou des comportements inacceptables. Là, je trouve que c'est important, dans notre vie quotidienne, de pouvoir signifier son désaccord. Chaque personne, à sa manière, peut signifier son désaccord. Et par exemple, quand il y a une remarque problématique, ça m'arrive vraiment souvent de dire « Ah, tu peux répéter ce que tu as dit ?» Donc ça fait que ça brise la dynamique où la personne qui dit quelque chose qui est problématique pense que c'est OK de le dire. Donc la piste, c'est signifier son désaccord, parce que quand on signifie notre désaccord, on montre notre soutien. Et ça, c'est aussi positif. Bien sûr qu'en se parlant, on ne peut pas toujours être d'accord. Parfois, on ne se comprend pas, on se rate. Un mot sort plus fort qu'un autre et la violence se loge là où on ne l'attendait pas. On se vexe, on se crispe, on se blesse. En réalité, je crois qu'il y aura toujours des conflits. Ça fait partie des relations. Mais je crois qu'il existe un futur où, même blessé, on peut trouver des manières d'être en conflit sans s'agresser. Où on peut se parler, dialoguer. C'est peut-être ça, faire preuve de réalisme et d'optimisme. Moi, ce que je me souhaite, c'est un futur où conflit et dialogue peuvent coexister, et nous aussi. Mon horizon souhaitable, c'est précisément pas mon horizon. C'est notre horizon. C'est de se dire, en fait, l'horizon, il est forcément collectif, mais collectif vers davantage de justice sociale. En quoi on peut trouver des lignes communes. Et là, du coup, quand on parle des postures féministes, c'est aussi justement quelque chose qui est fondamentalement de l'ordre de la transformation, d'être ensemble, de partager. C'est toujours important de ne pas lâcher. Où qu'on soit, quoi qu'on fasse, ça vaut la peine. L'espoir paraît peut-être naïf, mais il est très sérieux. Espérer, pour moi, c'est refuser de me contenter de ce réel-ci, de ce réel où le féminicide existe, d'un réel sans Stécie et toutes les autres avant elle, toutes les autres après elle. Bien sûr qu'elle ne reviendra pas, mais espérer, ça me fait rêver à mieux pour la suite. Ça permet d'inventer d'autres solutions,
Ça me rend les mots et le courage qui m'ont manqué. Ça me permet d'imaginer un monde sensible où l'écoute et le dialogue cassent la gueule à la violence. Ça, c'est mon horizon pour celles et ceux qui restent. Si vous avez besoin de soutien, retrouvez tous les numéros d'urgence, lieux d'accueil et ressources sur le site aide-o-victime.ch. Celle qui reste. Un documentaire sonore de reportage et Décharge Productions. Écrit, monté et réalisé par Sarah Gebalma, avec l'accompagnement de Laure Gabu et le regard de Michael Diatta. Le mixage et la mise en onde sont de Gérald Wang. Et la musique de Julia Dabala. Un grand merci à Erika Berazategui, assistante de production, et à Johanny Pernou pour la communication. Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien des fondations Ernst Gunner, Jan Michalski et Pro Helvetia. Un immense merci à Julie pour ses précieux retours, à mes amis pour leur écoute, conseils et soutien, et à ma famille pour la confiance. Merci aussi à celles dont les mots ont infusé dans mon travail. Juliette Rousseau, Vinciane Després, Annie Ernaux, Belle Hooks et Colline Pierret. À Stécie. Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez peut-être les autres créations diffusées sur Reportage. N'hésitez pas à les écouter et nous soutenir en nous laissant des étoiles, des cœurs et des petits mots. Ou en partageant cet épisode autour de vous. À bientôt. Reportage.